Léo Martin s'agenouilla sur le sol froid de sa petite chambre, les mains jointes et les yeux fermés avec une force désespérée. Ça fait 278 jours aujourd'hui, mon Dieu. Je les compte un par un. Sa voix se brisait tandis qu'il parlait au plafond taché d'humidité, une carte abstraite de ses malheurs. Les enfants à l'école disent que mon papa est un voleur. Ma maîtresse me regarde avec pitié. Mamie pleure toutes les nuits en silence, mais je l'entends. Pourquoi ne m'écoutes-tu pas? Des larmes chaudes roulaient sur ses joues quand il ouvrit les yeux. Dehors, un éclair fulgurant illumina le ciel sans nuages de Paris, et à cet instant précis, à des centaines de kilomètres de là, dans la prison de haute sécurité de Clairvaux, les lumières du bloc C se mirent à clignoter frénétiquement. Quelque chose était en chemin. Le petit garçon ne le savait pas encore, mais sa prière venait de traverser le firmament comme une flèche de feu, visant droit le cœur du divin. Dans leur appartement modeste d'un quartier populaire de Paris, Léo essuyait ses larmes du revers de sa main, ignorant que cette nuit changerait tout, pour toujours. L'histoire avait commencé il y a 278 jours. Lorsque l'officier de police avait sonné à la porte de l'appartement à 6 heures du matin, Léo se souvenait de chaque détail de ce moment atroce comme si c'était la veille. Son père, Nicolas Martin, âgé de 35 ans, travaillait comme comptable dans une entreprise de construction. C'était un homme honnête, d'un calme rassurant, qui n'avait jamais eu le moindre problème avec la loi. Mais ce matin-là, 4 policiers avaient fait irruption avec une violence inouïe, renversant des meubles, hurlant des ordres qui déchiraient le silence matinal. Nicolas Martin était arrêté pour le détournement de 2 millions d'euros du compte de l'entreprise de construction L'Euro. Léo avait couru vers son père, s'agrippant désespérément à ses jambes. « Papa n'est pas un voleur. Papa n'est pas un voleur !» criait-il, sa petite voix noyée dans le chaos. Nicolas l'avait regardé de haut, ses yeux bruns empreints d'une confusion et d'une terreur infinie. « Mon fils, c'est une erreur, une terrible erreur. Je vais revenir vite, je te le promets. » Mais il n'était pas revenu vite. Ni en une semaine, ni en un mois, ni en 9 mois interminables. Le processus judiciaire fut un cauchemar kafkaïen que même les adultes peinaient à comprendre, et encore moins un enfant de 9 ans qui essayait désespérément de comprendre pourquoi son monde s'était effondré. Les preuves contre Nicolas semblaient accablantes, irréfutables. Les virements bancaires frauduleux avaient été effectués depuis son ordinateur de bureau personnel, en utilisant son mot de passe unique. Les caméras de sécurité le montraient travaillant seul au bureau précisément aux heures où les transactions suspectes avaient eu lieu. Sa signature numérique apparaissait sur tous les documents compromettants. L'argent avait été transféré sur un compte aux îles Caïmans qui, bien que n'étant pas directement à son nom, possédait des liens que les procureurs affirmaient le relier indirectement. Son avocat commis d'office, un jeune homme fraîchement diplômé nommé Antoine Dubois, plein de bonnes intentions mais manquant cruellement d'expérience, avait tenté de plaider son innocence. Mais chaque argument s'était heurté au mur impénétrable des preuves numériques qui semblaient infaillibles. Le juge Jean Bernard, un homme de 60 ans connu pour ses sentences sévères, avait prononcé une peine de 15 ans de prison. Marie Dubois, la grand-mère maternelle de Léo, avait emménagé dans l'appartement pour s'occuper du garçon pendant que sa mère, Valérie, enchaînait les gardes comme infirmière dans un grand hôpital parisien pour payer les dettes abyssales générées par le procès. La famille avait vendu tout ce qui avait la moindre valeur. La voiture de Nicolas, les quelques bijoux de Valérie, même les beaux meubles du salon. L'appartement semblait maintenant vide, hanté par les espaces où il y avait eu de la vie. La télévision avait disparu, remplacée par un silence pesant que seules les prières murmurées de Léo venaient troubler. Chaque nuit, le garçon s'agenouillait devant une photographie de son père, prise à une époque plus heureuse, où ils souriaient ensemble au jardin du Luxembourg. Sur la photo, Nicolas portait Léo sur ses épaules, et tous deux faisaient des grimaces à l'appareil. Cette image, désormais dans un cadre en plastique bon marché, était devenue l'hôtel personnel de Léo. À côté, il y avait toujours une bougie blanche allumée, un verre d'eau fraîche et un chapelet de perles bleues qui avait appartenu à son arrière-grand-mère. À l'école primaire Victor Hugo, la vie de Léo était devenue un enfer quotidien qu'aucun enfant de son âge ne devrait connaître. Les camarades qui étaient autrefois ses amis l'évitaient désormais comme si le malheur familial était une maladie contagieuse. Pendant la récréation, Léo s'asseyait seul sous le grand marronnier au coin de la cour, mangeant son sandwich au jambon en silence, regardant les autres enfants jouer au football. « Voilà le fils du voleur », chuchotaient certains en passant. « Ma maman dit de ne pas traîner avec toi », lui avait dit Théo, son meilleur ami depuis la maternelle, avec cette cruauté inconsciente que seuls les enfants peuvent manifester.
Maîtresse Nathalie Garnier, une femme de 45 ans qui enseignait dans cette école depuis 20 ans, essayait d'être gentille, mais Léo voyait la pitié dans ses yeux à chaque fois qu'elle le regardait. Cette pitié faisait presque aussi mal que les insultes directes. C'était comme si tout le monde avait décidé qu'il était coupable par association, que le sang du père entachait inévitablement le fils. Mais Léo possédait quelque chose que les adultes avaient perdu depuis longtemps, une foi absolue, inébranlable, du genre de celle qui ne peut exister que dans le cœur pur d'un enfant. Chaque soir, après avoir fait ses devoirs sous la lumière jaunâtre de l'ampoule nue de sa chambre, il s'agenouillait et parlait à Dieu comme s'il s'adressait à un ami proche qu'il ne pouvait simplement pas voir. « Mon Dieu, commençait-il toujours de la même manière. Je sais que tu es occupé avec beaucoup de choses importantes. Je sais qu'il y a des gens dans le monde avec des problèmes plus grands que les miens. Mais mon papa est bon, je le connais. Il n'a jamais rien volé. » Le garçon avait développé un rituel spécifique qu'il suivait religieusement. D'abord, il allumait la bougie. Puis, il touchait la photographie de son père du bout des doigts, comme pour transférer son amour à travers le verre qui les séparait. Ensuite, il récitait 3 « Je vous salue Marie » et 2 « Notre Père » que sa mamie lui avait appris. Finalement, il parlait directement avec ses propres mots, du fond du cœur. « S'il te plaît, envoie quelqu'un pour aider mon papa. Quelqu'un qui verra la vérité. » À des centaines de kilomètres de là, dans la prison de haute sécurité de Clairvaux, Nicolas Martin vivait dans la cellule 217 du bloc C. C'était une cellule minuscule d'Aix en grave peine 2 mètres sur 3, qu'il partageait avec un autre détenu nommé Philippe Morel, un homme de 50 ans qui avait tué sa femme dans un accès de jalousie alcoolique. La cellule contenait 2 lits superposés en métal, des toilettes en acier inoxydable sans siège, un lavabo minuscule qui goûtait constamment et une fenêtre étroite de 30 par 50 cm avec d'épais barreaux qui ne laissaient entrer qu'un mince rayon de soleil entre 6h47 et 7h03 du matin. Nicolas avait mémorisé ses horaires exacts au cours des 278 jours de son incarcération. Il avait appris à mesurer le temps non par les horloges, mais par le mouvement de cette bande de lumière sur le sol en béton taché. Sur les murs, d'anciens prisonniers avaient gravé des messages avec des objets pointus, des dates, des noms, des malédictions, des prières. Nicolas n'avait ajouté qu'une seule chose, un compteur de jours qu'il mettait à jour chaque matin avec un petit clou rouillé qu'il avait trouvé. Jour 278, disait la dernière marque. La routine en prison était d'une monotonie à rendre fou. Réveil à 6 heures du matin au son strident d'une cloche métallique qui résonnait dans tous les blocs. 15 minutes pour se laver dans les douches communes, où 40 hommes partageaient 8 cabines sans porte ni intimité. Petit déjeuner à 6h30. Invariablement, du café insipide, 2 morceaux de pain dur et occasionnellement un bout de fromage jaune au goût de plastique. Puis venaient les heures mortes. Les détenus du bloc C n'avaient pas de travail assigné car c'était la zone de haute sécurité où l'on plaçait les accusés de crimes financiers et autres délits en col blanc. Ils passaient la journée dans la cour commune, un espace de béton gris entouré de murs de 8 mètres de haut couronnés de barbelés. Certains jouaient au domino avec des pièces faites en carton, d'autres s'asseyaient simplement contre le mur, le regard vide, comptant les jours jusqu'à une liberté qui, pour beaucoup, ne viendrait jamais. Nicolas utilisait ce temps pour se souvenir. Il se souvenait de Léo apprenant à faire du vélo. Il se souvenait du goût du pot-au-feu que Valérie faisait le dimanche. Il se souvenait du temps où la vie avait un sens. Les visites avaient lieu le jeudi, de 14h à 16h. Valérie et Léo venaient chaque semaine, sans faute, bien que le voyage prenne 3 heures en train depuis Paris. D'abord le RER, puis un train jusqu'à Troyes, et enfin un bus jusqu'à la prison. Léo apportait toujours un nouveau dessin qu'il avait fait à l'école. Dans ses dessins, Nicolas était toujours libre, se promenant dans le parc, cuisinant à la maison, souriant. L'enfant ne dessinait jamais les barreaux, jamais la tristesse. C'était comme si son art était un acte de résistance contre la cruelle réalité. Pendant les visites, il s'asseyait dans une grande salle avec des tables en métal vissées au sol, entouré d'autres familles vivant les mêmes drames silencieux. Ils ne pouvaient pas se toucher, sauf au début et à la fin de la visite, où une étreinte de 5 secondes, chronométrée par les gardiens, était autorisée. Nicolas utilisait ses 120 minutes hebdomadaires pour interroger Léo sur l'école, ses amis, ses rêves. L'enfant mentait toujours. « Tout va bien, papa. Ne t'inquiète pas pour moi. » Tous deux maintenaient la farce, se protégeant mutuellement d'une vérité trop douloureuse pour être prononcée à voix haute. Mais la vérité était que Nicolas mourait lentement de l'intérieur. Pas physiquement,
bien qu'il ait perdu 15 kilos et que son visage soit maintenant creusé de rides qui n'existaient pas auparavant. Il mourait spirituellement, émotionnellement, dans les recoins de l'âme qui rendent la vie digne d'être vécue. L'injustice de sa situation le rongeait comme un acide. Il connaissait la vérité. Il savait qu'Olivier Leroux, le directeur financier de l'entreprise, avait volé cet argent. Il savait qu'Olivier avait utilisé son ordinateur, son mot de passe qu'il avait découvert d'une manière ou d'une autre, son identité numérique pour commettre la fraude parfaite. Il savait que tout avait été méticuleusement planifié pour le faire accuser, lui, le comptable fiable, l'employé modèle qui ne remettait jamais rien en question. Mais connaître la vérité sans pouvoir la prouver était une torture particulière. Son avocat commis d'office avait tenté d'enquêter sur Olivier, mais l'homme avait des relations puissantes, des amis haut placés. Les portes se fermaient, les questions restaient sans réponse, la vérité était enterrée sous des couches de bureaucratie et de corruption systémique. Nicolas avait cessé de se battre. Il avait accepté son destin avec une résignation amère. Les seules fois où il ressentait quelque chose qui ressemblait à de l'espoir, c'était en lisant les lettres de Léo. Les lettres de Léo arrivaient chaque semaine, apportées par Valérie lors des visites. Elles étaient écrites dans un cahier à lignes avec l'écriture irrégulière d'un enfant de CE2, pleine de fautes d'orthographe et de traces de gomme. « Cher papa », commençaient-elles toutes. « Tu me manques beaucoup. Je prie pour toi tous les jours. Dieu va nous aider. Je le sais. Je sais que tu n'as rien fait de mal. Les enfants à l'école ne comprennent pas, mais moi je comprends. Tu es le meilleur papa du monde et tu vas bientôt rentrer à la maison. Ton fils qui t'aime, Léo. » Nicolas gardait chaque lettre, pliée en 4, à l'intérieur d'une Bible que sa mère lui avait envoyée au début de son incarcération. Il n'était pas un homme particulièrement religieux avant tout cela. Il allait à l'église occasionnellement, plus par tradition familiale que par conviction personnelle. Mais maintenant, les nuits où Philippe ronflait sur le lit superposé du bas et où le silence de la prison devenait assourdissant, Nicolas ouvrait cette Bible et lisait les lettres de son fils. Et parfois, seulement parfois, il lisait aussi les versets. Il cherchait des réponses dans ces pages anciennes. Il cherchait des raisons de continuer à respirer. Il cherchait un Dieu qui semblait l'avoir complètement abandonné au moment de son plus grand besoin. La nuit du 17 mars, exactement 278 jours après l'arrestation, quelque chose changea dans l'atmosphère de la prison. Les gardiens le sentirent en premier. Le vétéran capitaine Michel Leclerc, qui travaillait à Clairvaux depuis 15 ans et avait tout vu, s'arrêta au milieu de sa ronde nocturne du bloc C et fronça les sourcils. L'air semblait différent, plus dense, chargé d'une électricité qu'il ne pouvait expliquer. « Tu sens ça ?» demanda-t-il à son collègue, le jeune officier Lucas Martin, sans lien de parenté avec Nicolas. « Sentir quoi ? » « Je ne sais pas, quelque chose de bizarre dans l'air. » Les néons du couloir commencèrent à clignoter irrégulièrement, créant un effet stroboscopique qui faisait danser les ombres sur les murs de béton. Dans la salle de contrôle, les moniteurs des caméras de sécurité se mirent à grésiller, des lignes horizontales parcourant les écrans de haut en bas. Le technicien de service frappa les moniteurs avec frustration. « Encore ces vieilles machines », marmonna-t-il. Mais ce n'était pas un problème technique. À 3h47 du matin, toutes les caméras du bloc C s'éteignirent simultanément. Les écrans devinrent noirs. Les alarmes ne sonnèrent pas. Les systèmes de secours ne s'activèrent pas. C'était comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton invisible marquant « Pause » sur toute la technologie de sécurité. Nicolas se réveilla avec une sensation étrange. Aucun son ne l'avait réveillé, aucun cri d'un autre détenu, aucune ronde de gardien. C'était quelque chose de plus subtil, de plus profond. L'air de la cellule sentait différemment. Normalement, il sentait la sueur rance, l'urine mal nettoyée, le désespoir humain concentré. Mais maintenant, il sentait quelque chose d'indescriptible. C'était comme du pain fraîchement cuit mélangé à l'air de la montagne après la pluie. Nicolas se redressa sur son lit superposé du haut, désorienté. La cellule était sombre, éclairée seulement par la faible lueur jaunâtre qui filtrait du couloir. Il regarda en bas. Philippe dormait toujours profondément, la bouche ouverte, inconscient de tout. Mais dans le coin de la cellule, là où il n'y avait normalement rien d'autre que le mur de béton strié de graffitis de désespoir, il y avait une silhouette. Nicolas cligna des yeux plusieurs fois, pensant que ses yeux lui jouaient des tours après des mois de mauvaise alimentation et de pire sommeil. Mais la silhouette était toujours là.
C'était un homme assis par terre, le dos appuyé contre le mur. Il portait des vêtements simples, blancs, qui semblaient briller légèrement dans l'obscurité. Il avait les cheveux longs tombant sur ses épaules et une barbe soigneusement taillée. Le cœur de Nicolas se mit à battre violemment. Sa première réaction fut une panique pure. Comment quelqu'un avait-il pu entrer dans sa cellule? Était-ce un prisonnier dangereux? Un tueur envoyé par Olivier pour le faire taire définitivement? Il ouvrit la bouche pour appeler les gardiens à l'aide. Mais avant qu'il ne puisse émettre un son, l'étranger leva une main dans un geste de paix. « N'aie pas peur, Nicolas », dit l'homme d'une voix qui était à la fois un murmure et un tonnerre. Une voix qui semblait résonner non seulement dans l'air, mais directement dans la poitrine de Nicolas. « Je ne suis pas venu te faire de mal. »« Qui êtes-vous » réussit à demander Nicolas d'une voix tremblante. « Comment êtes-vous entré ici » L'étranger sourit, et ce sourire contenait une tristesse infinie mêlée à un amour impossible à décrire. « Ton fils m'a envoyé. » Nicolas sentit le monde s'arrêter. « Mon fils ? Léo ? Qu'est-ce que mon fils a à voir avec ça ? » Léo prie pour toi depuis 278 jours consécutifs, expliqua l'homme avec une patience infinie. Chaque nuit, sans jamais faillir, il s'agenouille devant ta photo et me demande de t'aider. Il me demande d'envoyer quelqu'un qui verra la vérité. Il me demande de prouver ton innocence. Les yeux de Nicolas s'emplirent de larmes. Mais Dieu n'écoute pas des prières comme les nôtres. Nous ne sommes personne, nous n'avons pas d'argent, pas de pouvoir. L'étranger se leva avec des mouvements fluides et s'approcha du lit superposé où Nicolas était assis, les jambes pendantes. Maintenant qu'il était plus proche, Nicolas pouvait mieux le voir. Il avait des yeux sombres, profonds, qui semblaient contenir toute la sagesse et toute la douleur du monde. Il y avait quelque chose dans sa présence qui était à la fois terrifiant et réconfortant. « Dieu écoute chaque prière, Nicolas », dit l'étranger avec une certitude absolue. Surtout celle des cœurs purs. Et il n'y a pas de cœur plus pur que celui d'un enfant qui aime son père avec une foi inébranlable. « Qui êtes-vous » demanda à nouveau Nicolas, bien qu'à un niveau profond de son être, il commençait déjà à comprendre l'impossible réponse. « Êtes-vous un ange ? Est-ce un rêve ? Je deviens faux après tous ces mois ici. » L'homme tendit la main et toucha doucement l'épaule de Nicolas. Le contact était réel, solide, chaud. Ce n'était pas une hallucination. J'ai de nombreux noms, Nicolas. Mais ce soir, je suis la réponse à la prière de ton fils. Je suis celui qui est venu restaurer la justice quand les systèmes humains ont échoué. Je suis celui qui est venu te rappeler que tu n'as jamais été seul, pas un seul jour de ces 278 jours de torture. Nicolas se mit à sangloter, libérant 278 jours de douleur, de rage, de désespoir et de solitude accumulés. Ce n'est pas juste, réussit-il à dire entre deux sanglots. Je n'ai rien fait de mal. J'ai travaillé honnêtement toute ma vie. J'ai essayé d'être un homme bon, un bon mari, un bon père. Pourquoi cela m'est-il arrivé? Pourquoi Dieu a-t-il permis qu'on m'accuse de quelque chose que je n'ai pas fait? Pourquoi mon fils doit-il souffrir à l'école? Pourquoi ma femme doit-elle travailler jusqu'à l'épuisement? Où était Dieu quand on m'a arrêté? Où était-il quand le juge m'a condamné? L'étranger ne fut pas offensé par ces questions. Au contraire, il s'assit sur le bord du lit superposé du bas, où Philippe dormait toujours profondément, totalement inconscient de cette conversation impossible. Dieu était exactement là où il a toujours été, répondit-il avec une patience infinie. Dans le cœur de ton fils qui n'a jamais cessé de croire en ton innocence. Dans les mains de ta femme qui travaille sans relâche pour maintenir votre famille unie. Dans la lumière de chaque bougie que Léo allume chaque soir. Dans chaque larme que tu as versée dans cet endroit horrible. La souffrance ne signifie pas l'abandon, Nicolas. Parfois, elle signifie que quelque chose de plus grand se prépare, quelque chose qui exige que nous descendions d'abord dans les endroits les plus sombres pour que la lumière qui suivra soit plus brillante. Allez-vous me sortir d'ici ? Demanda Nicolas avec un mélange d'espoir désespéré et de peur de croire en quelque chose qui semblait trop beau pour être vrai. Allez-vous prouver mon innocence? Allez-vous faire avouer Olivier? L'étranger secoua lentement la tête. Cela ne fonctionne pas ainsi, Nicolas. Je ne suis pas venu te voler l'opportunité de ta propre victoire. Je suis venu te montrer le chemin, mais tu devras le parcourir. Ton fils a une foi de la taille d'une montagne. Il a foi que la vérité éclatera.
Il a foi que la justice finira par triompher. As-tu cette même foi? Nicolas essuya ses larmes du revers de sa main. Je ne sais pas si j'ai la foi. J'ai perdu presque tout espoir. Alors, laisse-moi te montrer quelque chose qui restaurera ton espoir, dit l'étranger, et il toucha le front de Nicolas avec son index. Immédiatement, Nicolas fut inondé d'une vision. Il vit Léo, à cet instant précis, agenouillé dans sa chambre, priant les yeux fermés avec force, des larmes coulant sur ses joues. Il vit la dévotion absolue sur le visage de son fils. Il vit la bougie allumée devant sa photo et sentit, avec une certitude qui transcendait toute logique, qu'il n'était pas abandonné. Quand la vision prit fin, Nicolas ouvrit les yeux. La cellule était vide. L'étranger avait disparu. Mais sur le mur, là où il n'y avait rien eu auparavant, étaient maintenant gravés 3 mots qui brillaient faiblement, la vérité prévaudra. Le lendemain matin fut différent pour Nicolas. Pour la première fois en 278 jours, il se réveilla sans cette sensation de plomb dans la poitrine qui l'avait accompagné chaque matin depuis son arrestation. Quelque chose avait fondamentalement changé pendant la nuit. Quand Philippe se réveilla avec sa toux grasse habituelle et commença sa routine matinale de malédiction contre le monde, Nicolas resta sur son lit, fixant les mots gravés sur le mur. La vérité prévaudra. Les lettres ne brillaient plus comme la nuit précédente, mais elles étaient toujours là, visibles, réelles, impossibles à expliquer. « Qu'est-ce que tu regardes » grogna Philippe, suivant la direction du regard de Nicolas. Ces mots sur le mur. Ils n'étaient pas là hier. Philippe plissa les yeux, étudiant le mur. Quels mots ? Je ne vois rien. Nicolas se redressa brusquement. Comment ça, tu ne vois rien ? Ils sont clairement gravés là. Mais en regardant à nouveau, il réalisa quelque chose d'extraordinaire. Les mots n'étaient visibles que pour lui. Philippe ne pouvait vraiment pas les voir. C'était un message personnel, un signe privé. La cloche métallique sonna, marquant 6 heures du matin, mais Nicolas l'entendit à peine. Son esprit travaillait à toute vitesse. Si la visite de l'étranger avait été réelle, alors il devait faire quelque chose. Il ne pouvait pas simplement rester assis à attendre que la vérité se révèle comme par magie. Pendant ce temps, à Paris, Léo se réveilla avec un étrange sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis des mois. Il avait fait un rêve magnifique mais confus. Dans le rêve, son papa se tenait sous une lumière dorée, et quelqu'un d'autre était avec lui. Quelqu'un que Léo ne pouvait pas voir clairement, mais dont la présence le faisait se sentir complètement en sécurité. « Bonjour, mon trésor », le salua Marie Dubois quand Léo sortit de sa chambre en se frottant les yeux. La grand-mère préparait le petit déjeuner, des œufs brouillés avec du pain grillé. « Mamie, j'ai fait un rêve étrange », dit Léo en s'asseyant à la table de la cuisine. « J'ai rêvé que papa allait bien, que quelqu'un s'occupait de lui. » Marie se tourna depuis la cuisinière, une douce expression sur son visage ridé. « Les rêves sont parfois des messages, mon petit. Ton papa a toujours été entre les mains de Dieu, même si parfois nous ne pouvons pas le voir. » Léo hocha la tête, mais autre chose le préoccupait. « Mamie, tu crois que Dieu écoute vraiment quand je prie ? » Bien sûr que oui, mon amour. Chaque mot que tu dis arrive directement à ses oreilles. Alors pourquoi rien ne s'est encore passé ? Ça fait 278 jours. Marie posa sa spatule et s'assit en face de son petit-fils, prenant ses petites mains entre les siennes, des mains vieilles et calleuses par des décennies de travail. Écoute, Léo, Dieu ne travaille pas avec notre horloge. Pour nous, 278 jours semblent une éternité, mais pour lui, c'est à peine un soupir. L'important, c'est de ne jamais cesser d'avoir la foi. La foi, c'est comme une graine que tu plantes. Tu ne la vois pas pousser tous les jours, mais elle grandit sous la terre, se préparant à devenir quelque chose de magnifique. Mais les enfants à l'école disent des choses méchantes, admit Léo d'une petite voix. Ils disent que papa est un voleur. Ils disent que je mérite de souffrir parce que mon papa est méchant. La grand-mère sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Les gens disent beaucoup de choses quand ils ne connaissent pas toute la vérité. Mon petit, l'important c'est que toi, tu connais ton papa. Tu sais qui il est vraiment, et c'est la seule chose qui compte. Léo hocha la tête, essayant d'être fort, mais ses yeux s'emplirent de larmes. Papa me manque, mamie. Il me manque quand il m'aidait pour mes devoirs. Il me manque quand on jouait au football dans le parc. Ses câlins me manquent. Il me manque aussi, mon trésor.
Il nous manque à tous. Ils déjeunèrent en silence, chacun perdu dans ses propres pensées et prières silencieuses. Ce même matin, à 9h30 précise, quelque chose d'extraordinaire commença à se produire dans les bureaux de l'entreprise de construction Leroux, située au 12e étage d'un immeuble moderne à La Défense. Olivier Leroux, le directeur financier de 45 ans qui avait parfaitement orchestré le vol en accusant Nicolas, était dans son bureau d'angle en train d'examiner les états financiers trimestriels lorsque sa secrétaire, une femme efficace nommée Chloé Dupont, frappa à la porte. « Monsieur Leroux, il y a un homme ici qui insiste pour vous voir. Il dit que c'est urgent. » « A-t-il rendez-vous » demanda Olivier sans lever les yeux de ses papiers. « Non, monsieur, mais il dit que c'est au sujet de Nicolas Martin. » Ce nom fit brusquement lever la tête à Olivier. Nicolas était le dernier nom qu'il voulait entendre. 9 mois s'étaient écoulés depuis que son plan parfait avait fonctionné, 9 mois depuis qu'il avait transféré 2 millions d'euros sur des comptes offshore en utilisant l'identité numérique de son comptable, 9 mois depuis qu'il avait planté toutes les preuves nécessaires pour détruire la vie d'un homme innocent. C'est un avocat ? Il n'a pas donné son nom, il a juste dit qu'il devait vous parler de la vérité. Olivier sentit un frisson parcourir son échine, mais il garda son sang-froid professionnel. Faites-le entrer. J'ai 5 minutes. L'homme qui entra dans le bureau d'Olivier était totalement inattendu. Il ne portait pas de costume d'avocat, ni de mallette. Il portait des vêtements simples, presque humbles, un jean propre et une chemise blanche. Ses cheveux étaient longs, sa barbe soignée, et ses yeux possédaient une profondeur troublante. Lorsqu'il s'assit en face du bureau en acajou d'Olivier, sans demander la permission, il le fit avec une confiance tranquille qui mit immédiatement le directeur mal à l'aise. « Monsieur Leroux » commença l'étranger d'une voix douce mais qui emplissait complètement la pièce. « Je viens parler de Nicolas Martin et des 2 millions d'euros que vous avez volés à cette entreprise. » Le visage d'Olivier devint blême, puis rouge d'une indignation calculée. « Pardon ? Mais qui diable êtes-vous ? » Nicolas Martin a été déclaré coupable par un juge. Les preuves étaient concluantes. Si vous êtes ici pour m'accuser de quoi que ce soit, je vous suggère d'apporter des preuves ou de sortir immédiatement de mon bureau avant que j'appelle la sécurité. L'étranger sourit tristement. Les preuves existent, Olivier. Elles ont toujours existé. Elles ont juste besoin d'être trouvées par les bonnes personnes. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Maintenant, sortez, ou j'appelle la police. La même police qui a arrêté un homme innocent pendant que le vrai coupable comptait son argent volé ? L'étranger se pencha en avant. Je sais tout, Olivier. Je connais l'appartement à Miami que vous avez acheté avec de l'argent blanchi. Je connais les comptes Oil Caïman au nom de votre beau-frère. Je sais comment vous avez découvert le mot de passe de Nicolas en l'observant pendant des mois. Olivier sentit le sol se dérober sous ses pieds. Cet homme en savait trop, des choses que personne ne pouvait savoir à moins d'avoir été directement impliqué. Son esprit s'emballa, calculant les possibilités. Un détective privé engagé par la famille de Nicolas ? Un agent fédéral infiltré ? Peu probable, sans mandat. Vous bluffez, dit Olivier en essayant de paraître sûr de lui. Si vous aviez de vraies preuves, vous seriez dans le bureau du procureur, pas ici à me parler. Vous avez raison, admit l'étranger. Les preuves seules ne suffisent pas si le système est corrompu. C'est pourquoi j'ai besoin de quelque chose de plus. J'ai besoin de vos aveux. Olivier laissa échapper un rire amer. Mes aveux ? Vous êtes fou. Même si j'avais fait ce que vous dites, ce qui n'est pas le cas, pourquoi avouerais-je ? C'est le crime parfait. Pas de témoins. Pas de preuves qui me relient. Nicolas pourrit en prison, là où est sa place. Le crime parfait, répéta l'étranger avec une profonde tristesse dans les yeux. Cela n'existe pas, Olivier. Chaque action a des conséquences. Chaque mensonge laisse des traces. Et chaque injustice crie au ciel pour être résolue. Beau discours philosophique. C'est terminé. J'ai du travail. L'étranger se leva, mais avant de partir, il dit quelque chose qui glaça le sang d'Olivier. Il y a un garçon de 9 ans qui prie pour son père chaque nuit. Ses prières ont plus de pouvoir que vous ne l'imaginez. La vérité va éclater, Olivier. La seule question est de savoir si ce sera de votre plein gré ou par un effondrement inévitable. Après le départ de l'étranger, Olivier ne put se concentrer sur son travail. Les mots résonnaient dans sa tête comme des cloches d'avertissement.
Il se leva et verrouilla la porte de son bureau. Puis il sortit une petite bouteille de whisky du tiroir inférieur de son bureau. Normalement, il ne buvait pas avant midi, mais aujourd'hui, il avait besoin de calmer ses nerfs. Tandis que le liquide ambré lui brûlait la gorge, son esprit travaillait frénétiquement. Qui était cet homme? Comment en savait-il autant? Était-il possible qu'il ait laissé une trace qu'il n'avait pas envisagée? Il repassa mentalement chaque étape de son plan parfait. Il avait utilisé des ordinateurs publics pour faire les virements initiaux. Il était entré dans le bureau de Nicolas pendant un week-end où il savait qu'il serait seul. Il avait installé un logiciel espion sur son ordinateur des mois auparavant pour capturer son mot de passe. Il avait manipulé les enregistrements des caméras de sécurité en utilisant son accès administrateur. Il avait créé de faux documents avec la signature numérique de Nicolas qu'il avait cloné. Tout avait été méticuleusement planifié pendant une année entière. Il n'y avait aucun moyen de le relier. Mais alors, pourquoi sentait-il ce nœud de panique dans son estomac? Pourquoi les paroles de l'étranger l'avaient-elles si profondément troublé? Un garçon de 9 ans qui prie chaque nuit. La phrase se répétait dans son esprit comme un disque rayé tandis qu'Olivier luttait avec sa conscience dans son bureau de luxe. À la prison de Clairvaux, un autre événement extraordinaire se produisait. Nicolas avait demandé une réunion urgente avec son avocat commis d'office. Antoine Dubois, le jeune avocat fraîchement diplômé qui avait si désastreusement géré son affaire, arriva à la prison à 11 heures du matin avec sa mallette usée et son expression perpétuelle d'excuse. Ils s'assirent dans l'une des salles de consultation, de petits box avec une table en métal et 2 chaises, séparées par une vitre épaisse percée de petits trous pour parler. « Nicolas, votre appel m'a surpris, » dit Antoine en ajustant ses lunettes. « Il s'est passé quelque chose ? J'ai besoin que vous enquêtiez sur quelque chose de spécifique, » dit Nicolas avec une urgence qui surprit l'avocat. Ces derniers mois, Nicolas avait été abattu, résigné. Mais maintenant, il y avait un feu dans ses yeux qu'Antoine n'avait jamais vu. Je veux que vous demandiez un audit informatique complet de tous les ordinateurs de l'entreprise, en particulier celui d'Olivier Leroux. Nicolas, nous en avons déjà parlé. L'audit initial n'a rien montré d'irrégulier sur les autres ordinateurs. Toutes les preuves pointent vers vous. Parce qu'ils n'ont pas cherché assez profondément. Je veux que vous trouviez un expert en informatique légale, quelqu'un qui puisse récupérer des fichiers supprimés, qui puisse retracer l'historique complet des accès. Cela coûte de l'argent que vous n'avez pas. Les experts en informatique légale facturent des milliers d'euros de l'heure. Nicolas frappa la table avec frustration, le son métallique résonnant dans le petit box. Alors trouvez un moyen. Demandez au juge d'ordonner l'audit comme nouvelle preuve. Faites appel de mon cas. Faites quelque chose, Antoine. Je ne peux pas rester ici encore 14 ans en sachant que je suis innocent. Antoine soupira profondément. Il avait traité des dizaines de cas depuis son diplôme, et Nicolas n'était qu'un de plus sur une liste interminable de clients clamant leur innocence. Mais il y avait quelque chose de différent dans l'intensité de Nicolas aujourd'hui. Pourquoi maintenant? Demanda Antoine avec une curiosité sincère. Qu'est-ce qui a changé? Nicolas hésita. Il ne pouvait pas lui parler du visiteur nocturne. Antoine penserait qu'il devenait fou. Mon fils a 10 ans dans 2 mois, dit-il à la place, ce qui était vrai. Il a passé presque une année entière de sa vie avec son père en prison. Je ne peux pas laisser passer une autre année, et une autre, et une autre. Je dois me battre, même si c'est impossible. Quelque chose dans ces mots toucha Antoine. Il avait aussi un jeune fils. Il essaya d'imaginer ce que ce serait d'en être séparé pendant des années, de voir son enfance se dérouler à travers des visites de 2 heures le jeudi. D'accord, dit-il finalement. Je vais essayer. Mais je veux que vous compreniez que les chances qu'un juge ordonne un nouvel audit après que vous ayez déjà été déclaré coupable sont minimes. Les juges ne rouvrent pas facilement les dossiers. Essayez quand même, s'il vous plaît. Ce même après-midi, à l'école primaire Victor Hugo, Léo passait l'une des pires journées depuis l'arrestation de son père. Pendant la récréation, un groupe d'enfants mené par une brute nommée Hugo l'avait coincé contre le mur des toilettes. « Mon père dit que ton père est un voleur », dit Hugo en poussant Léo dans la poitrine. « Il dit que des gens comme votre famille ne devraient pas vivre dans notre quartier. »« Mon papa n'est pas un voleur », répondit Léo d'une voix tremblante mais ferme. « Il est innocent. » Le juge s'est trompé. « Ouais, bien sûr. C'est pour ça qu'il est en prison, non? Parce qu'il est innocent,
se moqua Hugo. Les autres enfants rirent. Laisse-moi tranquille, dit Léo en essayant de passer, mais Hugo le poussa à nouveau. Cette fois avec plus de force. Léo tomba par terre, s'écorchant les paumes sur le béton rugueux. Les larmes commencèrent à se former dans ses yeux, non pas tant pour la douleur physique que pour l'humiliation et l'injustice de tout cela. « Tu vas pleurer, petit ?» se moqua Hugo. Comme ton papa, il pleure sûrement dans sa cellule. Quelque chose se brisa à l'intérieur de Léo. Il se releva rapidement et poussa Hugo de toutes ses forces. Le garçon plus grand chancela mais ne tomba pas. « Tu ne sais rien de mon papa !» cria Léo d'une voix qu'il ne se connaissait pas. « C'est le meilleur homme du monde et Dieu va prouver son innocence. » La bagarre qui suivit fut brève mais intense. Hugo était plus grand, mais Léo se battait avec le désespoir de 9 mois d'humiliation accumulée. D'autres enfants formèrent un cercle en criant « Bagarre ! Bagarre !» jusqu'à ce qu'enfin un enseignant arrive en courant et les sépare. Les deux garçons finirent dans le bureau du directeur. Le directeur Patrice Duval était un homme de 55 ans qui avait vu des milliers de bagarres en 30 ans de carrière, mais peu l'avait affecté comme de voir Léo Martin, normalement un enfant calme et obéissant, avec son uniforme sale, les mains en sang et les yeux rouges de larmes. « Léo, ça ne te ressemble pas », dit le directeur d'une voix lasse. « Tu n'as jamais eu de problème de comportement. Que s'est-il passé ?» Léo resta silencieux, fixant ses chaussures usées. « Hugo dit que tu l'as provoqué, » continua le directeur, « que tu as commencé la bagarre en le poussant. Parce qu'il disait des choses horribles sur mon papa. » Explosa finalement Léo. Lui et tous les autres enfants disent toujours des choses horribles. Ils disent que mon papa est un voleur, que je suis le fils d'un criminel, que je mérite de souffrir. Le directeur soupira profondément. Il connaissait la situation de la famille Martin. Tout le monde à l'école la connaissait. Léo, je comprends que tu traverses une période très difficile, mais la violence n'est jamais la solution. Peu importe ce que disent les autres enfants. Alors je suis censé les laisser m'insulter, insulter mon papa? Dire des mensonges? Demanda Léo d'une voix brisée. Ma mamie dit que je dois tendre l'autre joue. Ma maman dit d'ignorer les brutes. Mais je n'en peux plus. Je ne peux plus faire semblant que ça ne me fait pas mal. Le directeur Duval sentit une pointe de compassion. Cet enfant portait un fardeau qu'aucun enfant de son âge ne devrait porter. Je vais appeler ta grand-mère pour qu'elle vienne te chercher, dit-il finalement. Tu es renvoyé pour 3 jours. Profite de ce temps pour te calmer et réfléchir à de meilleures façons de gérer ta colère. Ça n'a pas d'importance, murmura Léo. De toute façon, personne ne veut de moi ici. Marie Dubois arriva 30 minutes plus tard, visiblement angoissée. Le directeur lui expliqua la situation pendant que Léo attendait dans le couloir. Quand ils sortirent enfin de l'école, la grand-mère ne gronda pas son petit-fils. Au lieu de cela, elle l'emmena dans une petite église de quartier, qui se trouvait à 2 rues de leur appartement. Ils entrèrent dans l'espace frais et silencieux avec ses bancs en bois usés et ses vitraux colorés qui projetaient des arcs-en-ciel sur le sol en mosaïque. « Agenouille-toi, mon petit, dit doucement Marie. Léo obéit, et tous deux s'agenouillèrent devant l'autel où une statue du Christ crucifié regardait vers le bas avec une expression de souffrance et d'amour infini. « Maintenant, prie, instruisit la grand-mère. Mais cette fois, ne prie pas seulement pour ton papa. Prie pour Hugo. Prie pour les enfants qui te font du mal. Prie pour avoir la force de pardonner. » Léo la regarda avec incrédulité. « Prier pour Hugo? Pourquoi je prierais pour quelqu'un qui me fait souffrir? Parce que c'est ce que Jésus a enseigné, expliqua patiemment Marie. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. C'est la leçon la plus difficile, celle que nous luttons tous pour apprendre toute notre vie, mais c'est la plus importante. Léo ferma les yeux, toujours plein de ressentiment, mais obéissant. Mon Dieu, je ne veux pas prier pour Hugo. Je ne l'aime pas. Mais mamie dit que je dois le faire. Alors aide Hugo à être moins méchant. Aide-le à comprendre que faire du mal aux autres, c'est mal. Il ouvrit un œil pour regarder sa grand-mère. C'est bien comme ça? C'est un début, sourit Marie. Ils restèrent dans l'église pendant 1 heure entière. Léo récita ses prières habituelles pour son père, ajoutant sa nouvelle demande de force pour pardonner à ses camarades. Tandis qu'il priait, quelque chose d'extraordinaire se produisit.
La statue du Christ sembla briller faiblement sous la lumière du soleil qui filtrait à travers les vitraux. Léo ouvrit les yeux et leva la tête. Pendant un instant, un bref et impossible instant, l'expression sur le visage de la statue parut changer. Le regard de souffrance se transforma en quelque chose d'autre, une reconnaissance, une approbation, de l'amour. Léo cligna des yeux, et la statue redevint juste une statue. Mais quelque chose avait changé en lui. Il sentit une paix qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Tandis que Léo trouvait la paix dans l'église, Olivier Leroux perdait complètement la sienne. Après la rencontre avec l'étranger ce matin-là, il n'avait pas pu travailler. Il annula toutes ses réunions, prétextant une migraine soudaine, et quitta le bureau plus tôt. Il conduisit sa Mercedes à travers le trafic parisien, mais au lieu de rentrer chez lui à Neuilly-sur-Seine, il finit par rouler sans but. Ses pensées étaient un chaos. Pendant 9 mois, il avait vécu parfaitement tranquille avec ce qu'il avait fait. Il avait tout rationalisé. Nicolas n'était qu'un pion sans importance, quelqu'un qui ne verrait jamais la différence entre gagner un salaire modeste de comptable et pourrir en prison. Les 2 millions d'euros avaient permis à Olivier d'acheter l'appartement à Miami dont il avait toujours rêvé, d'assurer l'avenir de ses enfants dans des universités privées, de vivre le style de vie qu'il estimait mérité après des années de dur labeur. Il ne ressentait aucun remords, ou du moins n'en avait ressenti aucun jusqu'à aujourd'hui. Mais les paroles de l'étranger l'avaient profondément perturbé. Un garçon de 9 ans qui prie pour son père chaque nuit. Olivier avait un fils de 8 ans nommé Jules. Il essaya d'imaginer ce que ce serait s'il était en prison. Si Jules devait grandir sans son père. L'image lui donna la nausée. Olivier gara sa voiture au jardin du Luxembourg et marcha sans but parmi les familles qui profitaient de l'après-midi ensoleillé. Des enfants couraient, des parents poussaient des poussettes, des couples se tenaient la main. Tout semblait si normal, si innocent. Mais lui portait un secret qui empoisonnait tout. Il s'assit sur un banc sous un vieux platane et sortit son téléphone. Il navigua vers les actualités locales et chercha « Nicolas Martin ». Il trouva l'article du procès, datant de 9 mois. Il y avait une photo de Nicolas escorté par des policiers, menottes au poignet. Son visage montrait la confusion et la douleur. Et en arrière-plan de la photo, à peine visible, il y avait un petit garçon en larmes, tendant les bras vers son père. Léo. Olivier zooma sur la photo. Le visage de l'enfant était une expression de pure terreur et de désespoir. Ses yeux remplis de larmes l'accusaient à travers le temps et l'espace numérique. « Que ai-je fait » murmura Olivier pour lui-même. À cet instant, quelqu'un s'assit à côté de lui sur le banc. Olivier leva les yeux. C'était le même étranger que le matin même, l'homme aux vêtements simples et aux yeux profonds. « Comment m'avez-vous suivi » demanda Olivier avec un mélange de peur et de colère. « Je ne t'ai pas suivi, » répondit calmement l'étranger. « Je suis venu parce que tu commences à te poser les bonnes questions. Laissez-moi tranquille. Je n'ai rien à vous dire. Mais tu as beaucoup à te dire à toi-même, n'est-ce pas ?» L'étranger désigna le téléphone dans les mains d'Olivier, où la photo de Léo en larmes était encore visible. Cet enfant a perdu 278 jours de son enfance. 278 jours sans son père. 278 matins à se réveiller dans une maison où le rire manque. 278 nuits à s'endormir après avoir prié pour un miracle que tu as le pouvoir d'accorder. « Je ne suis pas Dieu, » dit amèrement Olivier. « Je ne peux pas faire de miracle. »« Tu n'as pas besoin d'être Dieu pour dire la vérité, » répondit l'étranger. « La vérité est une sorte de miracle en soi. Elle libère les captifs, guérit les cœurs brisés, restaure ce qui a été volé. Si j'avoue, je perdrai tout. Mon travail, ma réputation, ma famille. J'irai en prison pour des années. Et si tu n'avoues pas, tu perdras quelque chose de bien plus précieux. Ton âme. Tu es déjà en train de la perdre, Olivier. Je le vois dans tes yeux. L'argent sur ton compte en banque ne te laisse pas dormir la nuit, n'est-ce pas? Cet appartement à Miami semble vide, peu importe le nombre de meubles que tu achètes. Chaque fois que tu regardes ton fils, tu vois le visage de cet enfant qui pleure son père. Olivier sentit des larmes brûlantes se former dans ses yeux. Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi me poursuivez-vous? Je suis quelqu'un qui est venu parce qu'un enfant innocent a une foi inébranlable en la justice divine. Je suis quelqu'un qui n'abandonne jamais les âmes perdues. Je suis quelqu'un qui connaît le poids de ton secret, parce que je connais tous les secrets. L'étranger se leva,
se préparant à partir. Mais avant de s'éloigner, il posa sa main sur l'épaule d'Olivier. Le contact fut doux, mais il transmit quelque chose d'indescriptible. Un mélange de jugement et de compassion, d'avertissement et d'offre de rédemption. « Tu as une semaine, Olivier, » dit l'étranger d'une voix ferme. « Une semaine pour décider quel genre d'homme tu veux être. L'homme qui a détruit une famille innocente pour de l'argent, ou l'homme qui a eu le courage de corriger une terrible erreur. Dans 7 jours, la vérité éclatera d'une manière ou d'une autre. Tu peux faire partie de la solution ou du problème, mais le résultat final est déjà déterminé. Les prières de cet enfant ont été entendues. Les anges sont à l'œuvre. La justice arrive. » Et sur ces mots finaux, l'étranger s'éloigna, marchant parmi les familles heureuses du parc. Olivier le regarda disparaître dans la foule, sentant comme si toute sa vie se balançait au bord d'un précipice. Il regarda à nouveau la photo sur son téléphone, le visage de Léo en larmes, les yeux de Nicolas pleins de confusion. Il ferma les yeux et, pour la première fois depuis des mois, il pria. « Mon Dieu, si tu existes, donne-moi la force de faire ce qui est juste, parce que je ne sais pas si je peux le faire seul. » À ce moment-là, à la prison de Clairvaux, Nicolas fixait les mots sur le mur de sa cellule, « La vérité prévaudra. » Et dans son petit appartement d'un quartier populaire de Paris, Léo allumait une bougie devant la photo de son père, commençant sa 279e prière. Les pièces se déplaçaient sur l'échiquier invisible de la justice divine. 5 jours après la rencontre dans le parc, Olivier Leroux n'avait pas dormi plus de 2 heures d'affilée. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait le visage de Léo en larmes. Il entendait les paroles de l'étranger résonner dans son esprit comme des cloches du jugement. Une semaine pour décider quel genre d'homme tu veux être. Sa femme, Sandrine, avait remarqué son comportement erratique. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» lui demanda-t-elle au petit déjeuner du 5e jour. « Tu agis bizarrement depuis des jours. Il y a des problèmes au travail ?» Olivier la regarda de l'autre côté de la table, où leur fils Jules mangeait ses céréales en regardant des dessins animés sur sa tablette. L'enfant riait de quelque chose à l'écran, complètement inconscient du tourment de son père. « Sandrine, je dois te dire quelque chose, » commença Olivier d'une voix tremblante. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment avouer à sa femme que tout ce qu'ils avaient, l'appartement à Miami, les frais de scolarité privés, les vacances en Europe étaient construits sur la souffrance d'une famille innocente? Qu'y a-t-il? Insista Sandrine, maintenant véritablement inquiète. Rien, mentit finalement Olivier. Juste le stress du travail. Mais il savait qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. L'étranger avait dit une semaine. Il ne restait que 2 jours. Ce même matin, à la prison de Clairvaux, quelque chose d'extraordinaire se produisait. L'avocat Antoine avait réussi l'impossible. Après des jours à présenter des requêtes et des arguments passionnés devant un juge sceptique, il avait obtenu une ordonnance du tribunal pour un nouvel audit informatique de tous les ordinateurs de l'entreprise de construction Leroux. Le juge Éric Moreau, un homme de 50 ans connu pour son intégrité, avait été initialement réticent. Les affaires classées ne se rouvrent pas facilement, maître Dubois, avait-il dit avec sa sévérité habituelle. J'ai besoin de plus que la parole d'un condamné qui clame son innocence. Ils clament tous leur innocence. Monsieur le juge, je ne demande qu'un second regard, avait argumenté Antoine avec une passion qui le surprenait lui-même. Si l'audit confirme la culpabilité de mon client, nous accepterons le verdict original sans plus d'appel. Mais s'il trouve quelque chose, n'importe quoi qui suggère qu'il pourrait y avoir un autre responsable, alors la justice exige que nous enquêtions. Le juge avait étudié Antoine pendant un long moment. Il y avait quelque chose de différent chez ce jeune avocat, quelque chose qu'il n'avait pas vu lors de sa première plaidoirie désastreuse 9 mois auparavant. Très bien. J'autorise l'audit. Mais ce sera la dernière chance de votre client. Quand Antoine annonça la nouvelle à Nicolas lors d'une visite d'urgence, l'homme brisé de la cellule 217 pleura de soulagement. Comment avez-vous réussi? Honnêtement, je ne sais pas, admit Antoine. J'ai eu l'impression que quelqu'un d'autre parlait à travers moi. L'audit informatique fut confié à une experte nommée Isabelle Fournier, une femme de 40 ans titulaire d'un doctorat en sciences informatiques et forte de 15 ans d'expérience dans les enquêtes numériques pour le gouvernement. Elle était connue pour sa méticulosité obsessionnelle et son incapacité à être soudoyée ou intimidée. Quand elle arriva dans les bureaux de l'entreprise de construction Leroux avec son équipe de 2 techniciens, Olivier sentit le sol s'ouvrir sous ses pieds. « Monsieur Leroux,
le salua Isabelle professionnellement. Nous aurons besoin d'un accès complet à tous les ordinateurs de l'entreprise, y compris le vôtre. Nous demandons également tous les registres d'accès au système, les sauvegardes de serveurs et les enregistrements des caméras de sécurité des 2 dernières années. C'est un scandale, protesta Olivier avec une indignation forcée. Il y a déjà eu une enquête. Mon entreprise a été déclarée victime. Nicolas Martin a été déclaré coupable. Pourquoi devons-nous revivre cela? Parce qu'un juge l'a ordonné, répondit Isabelle avec une fermeté impassible. Vous pouvez coopérer volontairement, ou je peux revenir avec la police judiciaire. C'est votre choix. Olivier n'avait pas le choix. Pendant les 3 jours suivants, tandis qu'Isabelle et son équipe travaillaient méticuleusement, examinant chaque octet de données sur les systèmes de l'entreprise, Olivier vécut dans un état d'anxiété constant. Il savait qu'il avait soigneusement couvert ses traces. Il avait utilisé des outils sophistiqués pour effacer les pistes. Mais avait-il été assez prudent? La réponse arriva le 3e jour de l'audit. Isabelle entra dans le bureau d'Olivier avec une expression qu'il ne put interpréter. « Monsieur Leroux, j'ai besoin que vous veniez avec moi dans la salle de conférence. J'ai quelques découvertes qui nécessitent votre explication. » Le cœur d'Olivier battait si fort qu'il était sûr qu'elle pouvait l'entendre. Dans la salle de conférence, Isabelle avait préparé une présentation sur le grand écran. Au cours de notre audit, nous avons trouvé quelque chose d'intéressant, commença-t-elle d'une voix professionnelle et clinique. Les fichiers supprimés de votre ordinateur personnel. Des fichiers supprimés? Tout le monde supprime des fichiers, dit Olivier en essayant de paraître décontracté. Oui, mais quand vous utilisez des outils d'effacement spécialisés qui réécrivent les secteurs plusieurs fois pour empêcher la récupération, cela soulève des questions. La question est, que tentiez-vous de cacher avec tant d'efforts? Isabelle appuya sur un bouton et l'écran afficha des lignes de code récupérées. Avec des outils d'informatique légale avancés, nous avons pu récupérer des fragments de données. Et ce que nous avons trouvé est fascinant. L'écran affichait maintenant des registres de transfert, des dates, des heures. Ce sont des transactions de test effectuées depuis votre ordinateur 3 semaines avant le vol principal. Vous testiez le système, vérifiant que votre méthode fonctionnerait. De petits virements de 100 € que vous avez ensuite annulés. Olivier sentit l'air lui manquer. C'est ridicule. Ces données pourraient avoir été implantées. Nous avons aussi trouvé ceci, continua Isabelle, montrant maintenant des registres d'accès. Votre badge d'accès entrant dans le bâtiment à 2 h du matin, 6 fois dans les 2 mois précédant le vol. Que faisiez-vous ici à ces heures-là? Je travaillais. Je fais de longues heures, dit faiblement Olivier. Intéressant. Parce que les caméras de sécurité vous montrent entrant spécifiquement dans le bureau de Nicolas Martin lors de ses visites nocturnes. Isabelle afficha des captures vidéo à l'écran. Olivier était là, clairement visible, entrant dans le bureau de Nicolas quand il savait qu'il n'y avait personne. Et que faisiez-vous dans son bureau à 2 h du matin? J'avais besoin de documents. Nous sommes collègues. Pendant 17 minutes le 3 mars. 11 minutes le 12 mars. 23 minutes le 19 mars. C'est long pour chercher des documents. Isabelle se pencha en avant. Mais le plus intéressant, c'est ceci. L'écran affichait maintenant une analyse technique. Nous avons trouvé des fragments d'un keylogger, un logiciel espion qui enregistre chaque touche pressée, installé sur l'ordinateur de Nicolas. Il a été installé depuis une clé USB dont le numéro de série correspond à une clé enregistrée à votre nom dans l'inventaire de l'entreprise. Olivier sentit les murs se refermer sur lui. Isabelle continua, implacable. Le keylogger a capturé le mot de passe de Nicolas pendant des semaines, puis a été désinstallé à distance le jour après le vol. Mais il a laissé des traces dans le registre du système que nos outils ont récupéré. C'est circonstanciel, tenta Olivier, mais sa voix sonnait désespérée même à ses propres oreilles. Voulez-vous que je continue? Parce que j'ai 16 pages supplémentaires de preuves informatiques qui vous relient directement à la fraude. Olivier s'effondra sur sa chaise. Tout son monde, soigneusement construit sur des mensonges, s'écroulait brique par brique. Ceci ira directement au procureur, dit Isabelle en commençant à ranger son ordinateur portable. Et je recommanderai la réouverture immédiate du cas de Nicolas Martin. Attendez, dit Olivier d'une voix brisée. Isabelle s'arrêta, le regardant avec une expression neutre. C'est moi. Les mots sortirent comme un murmure rauque.
Tout. C'est moi qui ai volé l'argent. C'est moi qui ai fait accuser Nicolas. Il est complètement innocent. Isabelle ne parut pas surprise. Elle avait vu assez de confessions dans sa carrière pour reconnaître quand quelqu'un atteignait le point de rupture. Êtes-vous prêt à mettre cela par écrit? Oui. Oui, je le suis. Et ainsi, dans une salle de conférence stérile d'une entreprise de construction à La Défense, Olivier Leroux rédigea ses aveux complets. Chaque détail du plan qu'il avait mis 1 an à concevoir. Comment il avait espionné Nicolas pour obtenir son mot de passe, comment il avait manipulé les enregistrements de sécurité, comment il avait créé la fausse documentation, comment il avait transféré l'argent sur des comptes offshore. Tout. Quand il eut terminé, ses mains tremblaient tellement qu'il pouvait à peine signer son nom. Pourquoi? Demanda Isabelle avec une curiosité sincère. Pourquoi avoir avoué? Les preuves étaient solides, mais vous auriez pu vous battre pendant des années devant les tribunaux. Olivier pensa à l'étranger dans le parc. Il pensa à Léo en prière. Il pensa aux mots gravés dans une cellule de prison qu'il ne verrait jamais mais dont il savait qu'ils existaient. La vérité prévaudra, dit-il simplement. Parce qu'un enfant prie pour son père. Et il s'avère que Dieu écoute. Les nouvelles voyagèrent vite. Le soir même, la confession d'Olivier était entre les mains du procureur. Une ordonnance de libération immédiate fut émise pour Nicolas Martin. À la prison de Clairvaux, Nicolas était dans la cour lorsque le capitaine Michel Leclerc s'approcha avec une expression que le détenu ne put interpréter. « Martin. Le directeur veut vous voir. Maintenant. » Nicolas sentit la panique monter. Qu'avait-il fait de mal? Son esprit passa en revue toutes les infractions possibles. Mais lorsqu'il arriva au bureau du directeur, il trouva non seulement le directeur, mais aussi son avocat, Antoine, qui avait les larmes aux yeux et un sourire qui illuminait tout son visage. « Nicolas, dit Antoine d'une voix étranglée par l'émotion. Vous êtes libre. Olivier Leroux a tout avoué. Vous êtes complètement innocenté. » Pendant un moment, Nicolas ne put assimiler les mots. Libre. Après 283 jours. Après avoir perdu tout espoir. Après avoir accepté qu'il passerait les 14 prochaines années dans cette cellule. Libre. Ses jambes le lâchèrent et il tomba à genoux. C'est réel? Ce n'est pas un rêve? C'est tout à fait réel, confirma le directeur, un homme qui montrait rarement ses émotions mais qui avait maintenant les yeux humides. Je n'ai jamais vu une affaire prendre un tel tournant. C'est extraordinaire. Mon fils, murmura Nicolas. Léo. Je dois voir mon fils. Votre famille est déjà en route, dit Antoine. Valérie a reçu la nouvelle il y a 1 heure. Ils seront là dans environ 2 heures. Les procédures de libération prirent du temps. Il y avait des papiers à signer, des effets personnels à récupérer, de la paperasse à traiter. Mais finalement, à 18h47, exactement à l'heure où le rayon de soleil entrait par la fenêtre de sa cellule, Nicolas Martin franchit les portes principales de la prison de Clairvaux en homme libre. Dehors, sous le ciel orangé du crépuscule, attendaient Valérie, Marie Dubois et Léo. Le garçon fut le premier à le voir. « Papa !» Le cri de Léo résonna sur tout le parking de la prison. L'enfant courut avec une vitesse qu'il ne se connaissait pas, ses jambes de 9 ans dévorant la distance qui les séparait. Nicolas ouvrit les bras et Léo sauta, s'agrippant à son père comme s'il n'allait jamais le lâcher. Tous deux pleuraient de manière incontrôlable. Père et fils, réunis après 283 jours de séparation forcée. « Je savais que Dieu te ramènerait. » Sanglotait Léo contre la poitrine de son père. « Je savais que mes prières fonctionneraient. Je n'ai jamais cessé de croire, papa. Jamais. Je sais, mon fils. Je sais. » Nicolas le serrait si fort qu'il craignait de lui faire mal, mais il ne pouvait pas le lâcher. Pas encore. Peut-être jamais. Valérie se joignit à l'étreinte, puis Marie, et tous les 4 formèrent un cercle d'amour, de larmes et de gratitude sur le parking d'une prison. D'autres détenus libérés ce jour-là, des gardiens terminant leur service, des visiteurs arrivant, tous s'arrêtèrent pour observer la scène. Certains pleuraient aussi, émus par l'émotion pure de l'instant. « Comment ?» demanda Nicolas quand il put enfin parler. « Comment tout cela est-il arrivé ?»« C'est Léo, » dit Valérie d'une voix pleine d'émerveillement. Ses prières, sa foi d'une manière ou d'une autre, elles ont déplacé des montagnes.
ce n'était pas que moi, insista Léo, son visage toujours enfoui dans les bras de son père. C'était Dieu. Il a envoyé de l'aide, comme je savais qu'il le ferait. Le voyage de retour à Paris fut surréaliste. Nicolas ne pouvait cesser de toucher Léo, de lui caresser les cheveux, de lui tenir la main, vérifiant qu'il était bien réel. L'enfant ne le quitta pas d'une semelle. Dans le train, Léo lui raconta tout ce qui s'était passé pendant ces 283 jours, les difficultés à l'école, la bagarre avec Hugo, la visite à l'église avec sa mamie. Et puis, papa, quelque chose d'incroyable est arrivé, dit Léo avec des yeux brillants. Ce jour-là à l'église, quand je priais, la statue de Jésus m'a regardé. Je sais que ça a l'air fou, mais c'est vrai. Et j'ai eu l'impression qu'il me disait que tout irait bien. Nicolas échangea un regard significatif avec Valérie. Il n'avait pas encore parlé de son propre visiteur nocturne. Léo, est-ce que tu t'es parfois demandé si tes prières étaient vraiment entendues? L'enfant n'hésita pas une seconde. Je ne me suis pas demandé, papa. Je le sais. Dieu a entendu chacune de mes 283 prières, et il a envoyé quelqu'un de spécial pour nous aider. Comment sais-tu qu'il a envoyé quelqu'un? Léo le regarda avec cette sagesse étrange que possèdent parfois les enfants. Parce que les choses impossibles n'arrivent pas toutes seules. Elles ont besoin d'une aide divine. Quand ils arrivèrent à l'appartement dans le quartier populaire, tout semblait exactement pareil, mais complètement différent. Nicolas parcourut les pièces comme s'il redécouvrait un monde perdu. Son atelier de menuiserie avait été vendu, mais Léo lui montra fièrement une petite boîte où il avait gardé quelques-uns des outils de son père qu'il avait sauvés. Je les ai gardés pour quand tu reviendrais. Parce que j'ai toujours su que tu reviendrais. Ce soir-là, la famille dîna ensemble pour la première fois en 283 jours. Marie prépara un pot-au-feu, le plat préféré de Nicolas. La petite table de la cuisine n'avait jamais été aussi pleine de rire, d'histoire et de gratitude. Après le dîner, Léo prit la main de son père. « Viens, papa, je veux te montrer quelque chose. » Il l'emmena dans sa petite chambre, où son hôtel improvisé était toujours installé. La photo de deux au jardin du Luxembourg. La bougie maintenant éteinte. Le chapelet de perles bleues. Et un cahier. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Nicolas. « C'est mon journal de prière, » expliqua Léo en ouvrant le cahier. « J'ai écrit quelque chose chaque jour. Jour 1, papa, tu me manques. Jour 2, papa, la maison est si silencieuse sans toi. Dieu, s'il te plaît, prouve son innocence. Page après page, 283 entrées. Certaines étaient longues, d'autres à peine quelques mots, mais toutes se terminaient par la même phrase, Dieu, s'il te plaît, ramène mon papa à la maison. Nicolas pleura en lisant. Léo, tu n'as jamais douté? Tu n'as jamais pensé que peut-être Dieu n'écoutait pas? Bien sûr que j'ai douté, papa. Souvent. Surtout les mauvais jours à l'école. Mais mamie me rappelait toujours que la foi, ce n'est pas ne pas avoir de doute. C'est continuer à croire malgré les doutes. Tu es plus sage que beaucoup d'adultes que je connais. Je ne suis pas sage. Je t'aime juste très fort. Et je savais que je ne pouvais pas t'abandonner. Léo désigna la photo sur son autel. Tu vois cette photo? Je la regardais chaque nuit et je me souvenais de comment tu étais quand nous étions heureux. Et j'ai décidé que je n'allais pas laisser ce bonheur rester juste une photo. J'allais me battre pour le retrouver dans la vraie vie. Les jours suivants furent un tourbillon d'activités. Nicolas dut faire de longues dépositions au procureur sur tout ce qu'il savait de l'affaire. Olivier Leroux fut arrêté et inculpé de fraude, de vol et d'entrave à la justice. Les 2 millions d'euros furent retrouvés et finalement récupérés. L'entreprise de construction Leroux offrit une compensation généreuse à Nicolas pour la douleur et la souffrance causées. Mais plus important que l'argent, c'était la restauration de son nom. Les journaux qui l'avaient condamné publiaient maintenant des articles sur son innocence. Un homme innocent libéré après 283 jours, titrait les gros titres. La foi d'un enfant des places des montagnes, publia un autre journal. À l'école primaire Victor Hugo, la vie de Léo changea radicalement. Le directeur Patrice Duval organisa une assemblée spéciale où il expliqua à tous les élèves ce qui s'était passé. Léo Martin, dit le directeur devant toute l'école, n'a jamais cessé de croire en son père. Quand tout le monde doutait, il a gardé sa foi. Et il s'est avéré qu'il avait raison depuis le début. Hugo,
la brute qui s'était battue avec Léo, s'approcha timidement après l'assemblée. Léo, je suis désolé. Désolé d'avoir dit ces choses horribles sur ton père. J'avais tort. Léo se souvint des paroles de sa grand-mère sur le pardon des ennemis. C'est bon, Hugo. Tu ne connaissais pas la vérité. Personne ne la connaissait, sauf Dieu. Comment as-tu pu continuer à croire quand tout le monde disait le contraire? Parce que je connaissais mon papa. Et parce que je croyais que Dieu écoute les prières. Un mois après sa libération, Nicolas reçut une visite inattendue. C'était Antoine, son avocat, mais il n'était pas seul. Avec lui se trouvait une femme plus âgée, élégamment vêtue, que Nicolas ne reconnut pas. « Nicolas, je veux vous présenter quelqu'un », dit Antoine avec un sourire mystérieux. « C'est Madame Isabelle Fournier, l'experte en informatique légale qui a trouvé les preuves qui vous ont innocenté. »« Enchanté », dit Nicolas en lui serrant la main. « Je n'ai pas de mots pour vous remercier de ce que vous avez fait. »« Ne me remerciez pas », répondit Isabelle avec une expression curieuse. « Remerciez qui que ce soit qui vous a aidé d'une manière que la science ne peut expliquer. »« Que voulez-vous dire ?» Isabelle sortit un dossier de sa mallette. « Au cours de mon audit, j'ai trouvé quelque chose que je n'ai pas inclus dans mon rapport officiel car cela n'avait aucune explication logique. Regardez ça. » Elle montra des registres d'accès aux ordinateurs. La nuit avant le début de mon audit, quelqu'un a accédé à distance au serveur de l'entreprise. Je n'ai pas pu tracer l'adresse IP, ce qui est techniquement impossible avec nos systèmes de sécurité. Qu'ont-ils fait? Ils ont réorganisé tous les fichiers supprimés de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus faciles à récupérer pour mes outils. C'est comme si quelqu'un avait préparé le terrain pour que je trouve exactement ce que je devais trouver. Qui pourrait faire ça? Isabelle secoua la tête. Je ne sais pas. Un hacker incroyablement sophistiqué avec accès à des outils dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Ou, elle s'arrêta, comme si elle hésitait à continuer. Ou quoi? Ou quelque chose qui n'a pas d'explication technologique. Nicolas sentit un frisson. Il pensa aux visiteurs nocturnes dans sa cellule, aux mots gravés sur le mur que lui seul pouvait voir, à toute la chaîne d'événements impossibles qui avaient mené à sa libération. « Madame Fournier, croyez-vous au miracle ?» Isabelle le regarda longuement. « Je suis une scientifique. Je crois aux données, aux preuves, à la logique. » Mais après cette affaire, elle fit une pause. « Disons que je suis maintenant plus ouverte à des possibilités que j'aurais autrefois écartées. » Après le départ d'Isabelle et d'Antoine, Nicolas alla dans la chambre de Léo. Le garçon faisait ses devoirs, mais il arrêta immédiatement son travail en voyant son père. « Léo, je dois te raconter quelque chose qui s'est passé en prison. Quelque chose que je n'ai dit à personne d'autre. » Et Nicolas lui raconta tout sur le visiteur nocturne, l'étranger vêtu de blanc qui était apparu dans sa cellule sans explication, qui connaissait des choses impossibles, le message gravé sur le mur que lui seul pouvait voir. Quand il eut terminé, il s'attendait à ce que Léo soit sceptique ou confus. Mais le garçon se contenta de sourire. « Je le savais. Je savais que Dieu avait envoyé quelqu'un. »« Comment le savais-tu ?»« Parce que je l'ai vu aussi, papa. » Nicolas eut le souffle coupé. « Quoi ? » ?»« Enfin, pas exactement vu. Mais cette nuit-là à l'église, quand la statue a semblé me regarder, j'ai senti une présence. Et j'ai entendu une voix dans mon cœur qui disait, « Ton père n'est plus seul. » J'ai envoyé de l'aide. Père et fils se regardèrent, comprenant sans avoir besoin de plus de mots qu'ils avaient fait partie de quelque chose de plus grand qu'eux. 2 mois plus tard, la famille Martin organisa une petite fête. Nicolas avait trouvé un nouvel emploi de comptable dans une entreprise éthique avec une excellente réputation. Léo excellait à l'école, ses notes meilleures que jamais. Valérie était revenue à une seule garde à l'hôpital. Marie cuisinait et souriait plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années. La vie était revenue dans l'appartement. Ils invitèrent quelques personnes spéciales, Antoine l'avocat, Isabelle Fournier, quelques voisins qui avaient soutenu la famille pendant les temps sombres, et le directeur duval de l'école. Pendant le dîner, Léo se leva et demanda l'attention. « Je voudrais dire quelque chose », annonça le garçon de sa voix claire. « Il y a 3 mois, mon papa était en prison. Notre famille était brisée. Je priais chaque nuit sans savoir si quelqu'un m'écoutait. Mais quelque chose d'incroyable est arrivé. Dieu a écouté. Et non seulement il a écouté,
mais il a répondu d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Tous les invités écoutaient dans un silence absolu. J'ai appris quelque chose d'important. La foi, ce n'est pas croire que Dieu va faire ce que nous voulons. La foi, c'est avoir confiance que Dieu va faire ce qui est juste, même quand on ne voit pas comment. Léo regarda son père avec des yeux brillants. Il y a eu des jours où j'ai voulu abandonner, des jours où les prières semblaient vides, des jours où il semblait que rien ne changerait jamais. Mais ma mamie m'a appris quelque chose. Les réponses de Dieu n'arrivent pas à notre heure, elles arrivent à l'heure parfaite. Et je veux que tout le monde sache, continua Léo avec un sérieux qui ne correspondait pas à ses 10 ans fraîchement fêtés, que si vous traversez quelque chose de difficile, si vous sentez que personne ne vous écoute, si vous pensez que vous êtes seul, vous ne l'êtes pas. Dieu entend chaque prière, chaque larme, chaque supplication silencieuse. Et même s'il ne répond pas toujours immédiatement, il répond toujours. Il y eut un moment de silence profond après les paroles de l'enfant, suivi d'applaudissements spontanés. Beaucoup dans la pièce avaient les larmes aux yeux. Après le dîner, alors que les invités commençaient à partir, Isabelle s'approcha de Nicolas. « J'ai quelque chose pour vous, dit-elle en sortant une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » ? Le rapport technique complet de mon audit, y compris les parties que je n'ai pas pu expliquer. J'ai pensé que vous aimeriez la voir. Nicolas ouvrit l'enveloppe et parcourut les documents. Tout y était. Les analyses informatiques, les registres d'accès mystérieux, les annotations d'Isabelle sur les anomalies inexplicables. À la fin du rapport, Isabelle avait écrit une note personnelle à la main. En 15 ans de carrière, j'ai travaillé sur des centaines de cas. J'ai vu la corruption, j'ai vu l'injustice, j'ai vu le côté sombre de la nature humaine. Mais cette affaire m'a appris quelque chose de nouveau. Que parfois, quand la cause est juste et la foi inébranlable, des forces que nous ne pouvons ni voir ni mesurer interviennent pour restaurer l'équilibre. Je ne peux pas le prouver scientifiquement, mais je le sais dans mon cœur. Votre fils a ému le ciel avec ses prières. Isabelle Fournier. Ce soir-là, après que tout le monde soit parti et que la maison soit redevenue silencieuse, Nicolas entra dans la chambre de Léo pour lui souhaiter bonne nuit. Le garçon était déjà en pyjama, mais pas au lit. Il était agenouillé devant son autel, où la photo de famille reposait toujours à côté d'une bougie allumée. « Tu pries encore chaque nuit » demanda doucement Nicolas. Léo se tourna et sourit. « Bien sûr. Mais maintenant, mes prières sont différentes. Maintenant, je remercie au lieu de demander. » Et que remercies-tu ? Je remercie qu'ils m'aient écouté. Je remercie qu'ils aient répondu. Je remercie que nous n'ayons jamais été seuls, même quand on se sentait seul. Léo fit une pause. Et je prie pour d'autres personnes qui traversent ce que nous avons traversé. Pour qu'elles sachent aussi que Dieu écoute. Nicolas s'agenouilla à côté de son fils. Apprends-moi à prier comme toi, mon fils. Pendant 283 jours, j'ai presque perdu ma foi. Mais toi, tu n'as jamais perdu la tienne. Ce n'est pas difficile, papa. Parle juste à Dieu comme si c'était ton meilleur ami. Parce que c'est ce qu'il est. Et ainsi, père et fils prièrent ensemble sous la douce lumière d'une bougie, remerciant pour les secondes chances, pour la foi inébranlable, pour les prières exaucées et pour la vérité qui avait finalement prévalu. Dehors, dans les rues de Paris, la vie continuait à son rythme normal. Mais dans ce petit appartement d'un quartier populaire, une famille avait appris la leçon la plus importante de toutes. Que la vraie foi peut déplacer des montagnes, que les prières des cœurs purs ne restent jamais sans réponse, et que même dans les moments les plus sombres, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Avez-vous déjà eu l'impression que vos prières n'étaient pas entendues ? Avez-vous traversé des moments où la foi semblait inutile ? L'histoire de Léo nous rappelle que Dieu travaille à des moments que nous ne comprenons pas toujours, mais qui sont toujours parfaits. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans cette histoire ? La foi inébranlable d'un enfant ? La confession d'Olivier ? Le visiteur mystérieux dans la prison ? Laissez-nous votre commentaire pour nous dire si vous avez déjà vécu un moment où la foi a déplacé des montagnes dans votre vie. Votre témoignage peut en inspirer des milliers. N'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires de rencontres avec Jésus qui transforment des vies.